Imaginez un instant. Le vent brûlant du désert caresse vos joues, le sable s'infiltre dans vos chaussures, et devant vous, l'ombre colossale des pyramides se dessine sous un ciel sans nuages. Là, au cœur de cette étendue éternelle, se cache un monde de mystères, de légendes et de dangers qu'aucun manuel d'histoire n'ose raconter. C'est dans ce décor que vit Jack, un homme ordinaire devenu le témoin de l'extraordinaire. Archéologue de métier mais aventurier par instinct, il est de ceux qui refusent de regarder le passé derrière une vitre de musée. Lui préfère l'empoigner, à pleine main, quitte à se brûler au feu de secrets oubliés. Son histoire n'est pas un simple carnet de voyage, elle est une suite d'avertissements, gravés dans la mémoire comme des cicatrices invisibles. Car chaque tombe profanée, chaque mur gravé d'hiéroglyphes, chaque souffle du désert peut révéler autre chose qu'une relique. Parfois, c'est une malédiction. Et si vous aimez être transporté dans ces récits où l'histoire rencontre l'horreur, laissez-moi vous dire une chose, avant même que nous commencions. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'Horreur. Vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Alors, asseyez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez Jack vous guider. Voici le récit d'un homme qui a troqué sa vie banale contre l'appel de l'Égypte éternelle. Jack avait 34 ans, et déjà il en avait assez d'une existence rangée dans des bureaux gris. Avant de devenir archéologue de terrain, il avait été prisonnier de la routine. Chemise trop serrée, écran lumineux, promotion insignifiante, et journée rythmée par le bourdonnement monotone de néons fatigués. 5 longues années à tourner en rond, à courir après des titres et des postes dont il connaissait l'inanité. Il se souvenait encore du goût amer de cette vie mécanique. Il écrivait des articles académiques sur la céramique prédynastique, rédigeait des thèses où chaque virgule devait être validée par un comité. Ses collègues l'admiraient pour ses notes brillantes, ses travaux impeccables, son sérieux d'universitaire. Mais derrière cette façade de succès, Jack étouffait. Son cœur, lui, battait au rythme d'un autre appel, celui du sable, de la chaleur, du soleil impitoyable sur la nuque et du parfum d'éternité qui flotte dans le désert. « Je vous laisse sentir l'histoire, pas seulement en parler », se répétait-il. Car au fond, il savait qu'il n'était pas né pour rester assis. Il avait la rage des explorateurs, cette soif que ni les bibliothèques ni les séminaires ne pouvaient apaiser. Ce n'était pas un hasard si, dès l'enfance, l'Égypte l'avait hanté. Brendan Fraser, dans La momie, avait allumé en lui une flamme dévorante. À chaque visionnage, il rêvait d'entrer dans des tombes interdites, de caresser des pierres vieilles de 1000 ans, de réveiller des secrets oubliés. Plus il grandissait, plus ce rêve se transformait en une certitude. Tôt ou tard, il partirait. Et c'est ce qu'il fit. À peine son doctorat en poche, il quitta Oxford sans un regard en arrière. Pas de grandes annonces, pas de larmes. Il vendit ce qu'il possédait, bourra un sac à dos et prit l'avion pour le Caire. Ceux qui l'avaient connu furent surpris. Mais Jack, lui, n'avait jamais été aussi sûr de sa décision. À son arrivée, tout lui semblait étrangement familier, comme si le désert l'avait attendu, comme si l'Égypte lui murmurait « Enfin, tu es là ». Il commença petit, en se mêlant aux fouilles locales comme simple bénévole. Peu importait s'il devait passer des journées entières à brosser des fragments de poterie insignifiants ou à tamiser du sable brûlant. Pour Jack, chaque grain représentait un morceau d'éternité. Le soleil le brûlait, la poussière lui collait à la peau, mais son cœur battait d'un bonheur nouveau. Petit à petit, il gagna la confiance des équipes. Son acharnement, son savoir et son audace lui permirent bientôt de diriger de modestes chantiers. À force de patience et de coups de pioche, il se fit un nom dans ce milieu où l'histoire se mêle à les légendes. Et quand les touristes commencèrent à affluer, Jack troqua la brosse à fouilles pour le chapeau de guide. Il racontait avec passion les mythes des pharaons, les malédictions, les secrets de Pierre. Il exagérait parfois, inventait des détails croustillants pour faire rire ou trembler son public. Les familles s'extasiaient, les enfants riaient. Certains le regardaient comme un héros tout droit sorti d'un film. Mais derrière ces sourires de façade, une vérité sourde se dessinait. Plus il avançait, plus il sentait que le désert cachait autre chose. Quelque chose d'invisible, d'indicible, comme si chaque grain de sable chuchotait une mise en garde. C'était un après-midi brûlant au Caire. Le genre de journée où la chaleur colle à la peau comme une seconde prison. Jack errait sans but précis dans un marché bondé,
se perdant entre les étals de cuivre terni, les épices colorées et les cris des vendeurs. Il n'avait rien prévu d'acheter. C'était une habitude qu'il avait prise. Se fondre dans la foule, observer, respirer cette atmosphère où chaque ruelle semblait vieille de 1000 ans. C'est là qu'il le vit, pour la première fois. Un petit chien noir, malingre, avec un pelage épars et des oreilles trop grandes pour son corps fragile. L'animal mâchouillait un tapis élimé, grognant comme si ce bout de tissu était son ennemi juré. Jack le regarda à peine et continua sa route. Mais le chiot, lui, décida autre chose. Quelques pas plus loin, il sentit soudain une morsure légère à sa cheville. Le cabote venait de planter ses minuscules crocs dans son pantalon. Ce n'était pas une véritable attaque, plutôt une déclaration, comme si la petite créature affermée venait de dire « Toi, tu es à moi maintenant ». Jack le chassa d'un geste, agacé, mais l'animal le suivit obstinément. Dans les ruelles étroites, parmi les paniers de fruits et les montagnes de dattes, le chien ne lâcha pas sa piste. Jack finit par lui lancer un dernier regard avant de monter dans son camion. « Ne te fais pas tuer, petit », marmonna-t-il, persuadé que l'histoire s'arrêterait là. Il avait tort. Quelques jours plus tard, Jack se trouvait sur un site isolé, à quelques kilomètres des grandes pyramides. Rien de spectaculaire, un modeste amas de roches, des relevés anciens évoquant un possible puits funéraire. Les fouilles avançaient lentement. Ses assistants s'étaient réfugiés sous les tentes, pestant contre les mouches et la chaleur. Mais Jack, lui, était incapable de rester à l'ombre. Guidé par cette curiosité insatiable qui lui valait souvent des réprimandes, il décida de descendre dans une ouverture qu'ils avaient balisée le matin même. Officiellement, il fallait attendre, mesurer la stabilité, envoyer du matériel. Officieusement, Jack voulait un aperçu. Le puits était étroit, à peine plus large que ses épaules. Chaque pas faisait couler une pluie de sable sous ses bottes. Il se tenait à une corde, son front dégoulinant de sueur, son souffle résonnant dans les parois de calcaire. Une dizaine de mètres plus bas, il trouva un replat. Là, il braqua sa lampe frontale vers l'obscurité. Des murs taillés grossièrement, nus, sans fresques ni hiéroglyphes. Une galerie de travail, pensa-t-il. Rien d'exceptionnel. Il fit un pas de plus et le sol céda. Son pied gauche s'enfonça brusquement, son corps bascula et il chuta comme une pierre. La douleur explosa dans la cheville lorsqu'il heurta le fond, 7 mètres plus bas. La lampe roula, projetant une lueur tremblante sur les parois. Jack grimaça, incapable de se relever. Puis il entendit un bruit sec, un grésillement, puis des dizaines de griffes minuscules raclant la pierre. La lumière révéla des formes noires et brillantes, se déversant des fissures comme une marée vivante. Scorpions, gros, nerveux, leurs pinces ouvertes, leur queue armée d'aiguillons prêts à frapper. Jack sentit son cœur s'arrêter. Il tenta de se reculer, mais sa cheville meurtrie l'empêchait de bouger vite. Les scorpions avançaient, lents d'abord, puis de plus en plus rapides, sifflant de rage, comme si cet intrus avait violé un territoire interdit. Et soudain, un son inattendu fendit l'air sec. Un aboiement. Jack leva les yeux. Là-haut, dans l'ouverture, une petite silhouette noire venait d'apparaître. Le même chiot, celui du marché. Il aboya encore, puis sans hésiter, sauta dans le vide. Jack n'eut pas le temps de protester. L'animal atterrit près de lui avec un gémissement bref, puis aussitôt se jeta sur les scorpions. Ce n'était pas une boule de poils, c'était une tornade. Grognements, morsures, griffes, le chiot frappait, arrachait, secouait les créatures venimeuses comme s'il avait attendu toute sa vie ce combat. Jack, malgré la douleur, attrapa sa lampe brisée et s'en servit comme d'un bâton pour repousser ceux qui s'approchaient trop près. Le vacarme attira enfin ses collègues. Des voix crièrent au-dessus, des cordes furent jetées. Adam, un de ses assistants, descendit et aida Jack à remonter boitant et haletant. Le chiot, couvert de pousses et de petites plaies, fut hissé avec eux. Jack cligna des yeux en retrouvant la lumière aveuglante du soleil. Mais au fond du puits, dans le couloir sombre, il crut voir quelque chose. 2 points rouges, 2 yeux, fixes, qui clignèrent une fois, puis disparurent dans les ténèbres. Il n'en parla à personne, mais ce regard, il le garda en mémoire pour toujours. Ce soir-là, alors qu'il reposait sa cheville bandée sous la tente médicale, Jack regardait le chiot endormi dans un coin. Ses flancs se soulevaient doucement, ses yeux mi-clos brillaient encore de prières sauvages. « Il n'est pas à toi, » dit le médecin en riant. Jack répondit simplement. « Il l'est maintenant. »
Il retourna au marché de Gizeh et acheta un collier de cuir à une vieille femme. Le pendentif représentait un scarabée, symbole de renaissance et de protection. Il le passa au cou du chiot. Dès lors, il ne le quitta jamais plus. Il s'appelait Jet, et ce n'était pas un chien comme les autres. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la rencontre avec Jet. Le chiot, désormais inséparable, suivait Jack partout. Sur les sites de fouilles, dans les cafés bondés, jusque dans les allées poussiéreuses des marchés. Les ouvriers locaux le surnommaient Anubis, persuadés qu'il possédait un pouvoir protecteur. Jack riait de ses superstitions, mais au fond, il commençait à se demander si l'animal n'était pas plus qu'un simple chien. Un matin brûlant, tout bascula. Jack avait mangé dans une gargote du sud du Caire, un de ces petits stands qui servaient des plats aussi épicés que mystérieux. Quelques heures plus tard, une douleur atroce lui tordait l'estomac. Son corps entier se rebellait. Transpirant, plié en deux, il s'effondra dans le sable aux abords du campement, convaincu qu'il allait mourir là, seul, dévoré par le soleil. C'est alors qu'il entendit une voix. Ce n'est que la tourista, pas la mort. Jack leva les yeux et découvrit un vieil homme. Sa silhouette se découpait dans la lumière écrasante. Une djellaba claire, un turban immaculé, une canne tordue par le temps. Son sourire révélait une dent en or, et son sourcil unique, épais comme une brindille de charbon, accentuait son air goguenard. L'homme sortit une gourde cabossée et versa dans une tasse un liquide fumant. De la tisane à la menthe. Sans un mot de plus, il la tendit à Jack. Tremblant, ce dernier but une gorgée. La chaleur du breuvage apaisa son ventre et son esprit. Le vieillard s'assit à côté de lui, comme s'il l'avait toujours attendu. Son nom était Malik. Il avait ce regard des hommes qui ont tout vu et qui ne craignent plus rien. En quelques plaisanteries malicieuses, il parvint à détendre Jack, qui finit par rire, malgré la douleur. Jet, fidèle, s'était couché près de leurs pieds, le museau enfoui dans le sable. De ce jour, une complicité étrange naquit entre eux. Malik accompagna Jack sur plusieurs chantiers. Il connaissait le désert comme sa propre main, savait écouter le vent, flairer les pièges et parler aux pierres comme si elles lui répondaient. Jack, lui, apprit à l'écouter. Ce vieillard dégageait une autorité silencieuse que même les plus jeunes ouvriers respectaient sans discuter. Quelques jours plus tard, un événement survint qui marqua Jack à jamais. Le ministère avait autorisé l'ouverture d'une chambre scellée attenant à une petite pyramide oubliée. Jack et Malik furent parmi les premiers à y entrer. L'air qui s'en échappa était glacial, saturé d'odeurs de poussière, de feuilles mortes et de tissus décomposés. À la lueur des lampes, ils découvrirent un spectacle inquiétant. Des os, disposés en cercle parfait autour d'une silhouette centrale. Certains restes étaient humains, d'autres animaux. Jack reconnut des os de hyène, peut-être même de lion, mais au milieu trônait un squelette étrange. Son crâne était celui d'un lion, posé comme un masque sur des vertèbres humaines. L'écron blanc brillait encore, impeccable, comme si la bête avait attendu jusque-là pour rugir à nouveau. Jack sentit un frisson parcourir son échine. Malik, lui, murmura une prière. Puis, sans prévenir, le sol se mit à trembler. Un grondement sourd monta des profondeurs. Les pierres vibraient, des fragments chutaient du plafond, et Jet se mit à aboyer comme un fou. Jack tomba à genoux, plaquant ses mains sur sa tête tandis que la chambre résonnait d'un vacarme assourdissant. C'était comme si la pyramide elle-même s'éveillait. Au milieu du chaos, Malik s'approcha calmement du squelette. Ses gestes étaient assurés, comme guidés par une connaissance ancienne. Il sortit sa gourde, ouvrit son couvercle et renversa un filet de thé brûlant sur le crâne de lion. Le miracle fut immédiat. Le sol s'immobilisa. Le grondement cessa. Le crâne se fendit en deux, net, dans un claquement sec. Puis le silence. Un silence si dense que Jack entendait son propre cœur battre à tout rompre. Il regarda Malik, bouche bée. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» demanda-t-il.
la voix tremblante. Le vieillard haussa les épaules. Une vieille coutume. Le roi réclame toujours qu'on prenne le thé avec lui avant d'entrer dans sa demeure. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que les pièges fonctionnent, protesta Jack. Malik se contenta de sourire, son œil pétillant d'ironie. Jack comprit alors que ce que les touristes appelaient mythes, ce que les archéologues qualifiaient de superstition, était bien réel. En Égypte, les légendes étaient vivantes et elles ne pardonnaient pas l'arrogance. Cette nuit-là, Jack ne dormit pas. Il repassait encore et encore cette scène dans son esprit. La fracture du crâne, l'arrêt soudain du séisme et surtout la sérénité de Malik. Ce vieillard savait des choses que les livres n'enseignaient pas. Pour la première fois, Jack sentit une peur sourde s'infiltrer dans son cœur. Pas la peur des scorpions ni des tunnels effondrés, mais la peur d'avoir effleuré une vérité interdite. C'est aussi à ce moment qu'il fit une promesse intérieure. Il raconterait ses histoires, non pas pour effrayer, mais pour avertir. Et puisque vous écoutez son récit aujourd'hui, prenez garde. Ce que vous croyez être des contes destinés à amuser les enfants pourrait bien être la dernière chose que vous entendiez avant le silence du désert. Et si vous voulez découvrir d'autres récits où le réel se mêle à l'horreur, souvenez-vous. Abonnez-vous à la chaîne Nuit d'horreur, car certaines histoires, comme celle de Jack, ne s'oublient jamais. Le soleil cognait fort ce matin-là, un ciel dur comme une plaque de métal chauffée à blanc. Jack menait une visite guidée, un petit groupe d'une quinzaine de personnes. Quelques couples âgés, 2 professeurs venus de Boston et une famille avec un enfant de 10 ans prénommé Milo. Milo était un gamin plein d'énergie, le genre qui ne tient jamais en place. Avec son petit chapeau d'explorateur vissé sur la tête, il ressemblait à un personnage échappé d'un dessin animé. Curieux, il posait 1000 questions, parfois pertinentes, parfois délirantes. Jack s'amusait de son enthousiasme. Jet, lui, avait déjà adopté l'enfant, marchant à ses côtés comme une ombre protectrice. La visite suivait son cours. Jack commentait les hiéroglyphes, expliquait les rites funéraires, glissait quelques anecdotes amusantes pour détendre l'atmosphère. La chaleur faisait suer les touristes, mais l'émerveillement brillait encore dans leurs yeux. Puis, en plein milieu du temple, Jack fit ce qu'il faisait toujours, un comptage. Une habitude née des années de fouille, un réflexe presque obsessionnel. 1 fois, 2 fois, Milo manquait à l'appel. Le cœur de Jack s'emballa. Il appela son nom d'abord calmement, puis plus fort. Les parents pâlirent. Ils connaissaient trop bien l'imprudence de leur fils. C'est alors que Jet se faufila entre ses jambes, truffe au sol, poil hérissé, un aboiement bref, sec. Puis le chien s'élança dans un couloir étroit, sombre, que Jack n'avait pas encore montré au groupe. Sans réfléchir, Jack le suivit. Le couloir descendait, humide, couvert de toiles d'araignée. Les parois étaient brutes, sans restauration, plus anciennes que les salles touristiques. Au bout, une faible lumière tremblotait. Et Milo était là. Le garçon se tenait dans une petite chambre, les doigts accrochés à un fil métallique tendu à hauteur de taille. Un piège antique, invisible pour les yeux d'enfant. Jack comprit trop tard. Un grondement secoua la pièce. Le sarcophage, posé au centre, se mit à bouger. Dans un bruit de pierres râpeuses, son couvercle glissa, lentement, comme un soupir de l'éternité. Puis, une silhouette émergea. Un corps desséché, enveloppé de bandes lazzoni, se redressa. Ses gestes étaient lents mais inéluctables. Sa tête tourna vers Milo, dévoilant 2 orbites vides, béantes comme des gouffres. La mort venait de s'éveiller. « Milo !» cria Jack, la voix brisée par l'urgence. Le garçon se figea, paralysé par la peur. Jet bondit en avant, poil dressé, grondement profond. Il se plaça entre l'enfant et le sarcophage, montrant l'écrou, prêt à se jeter sur ce qui n'aurait jamais dû quitter son sommeil. Jack, les mains tremblantes, fouilla précipitamment son sac. Ses doigts saisissent un flacon d'insectifuge et un briquet. Une idée insensée, désespérée. Il pressa, alluma. Une langue de feu jaillit, embrasant la poitrine du monstre. La momie eut un sursaut, comme frappée par un éclair. Jack en profita pour courir, saisir Milo dans ses bras et reculer à toute vitesse, Jet sur leurs talons. Ils ne s'arrêtèrent qu'une fois revenus dans la grande salle, haletants, entourés des touristes terrifiés. Les parents arrachèrent Milo à Jack, l'étreignant comme pour le garder de toute nouvelle disparition.
Jack, lui, avait déjà pris sa décision. La visite s'arrêtait là. Officiellement, il parlait de dommages imprévus au site. Officieusement, il n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Quelques heures plus tard, une équipe de nettoyage arriva. Mais ce n'était pas l'habituelle troupe de conservateurs et d'archéologues. Non, ceux-là portaient des vestes de cuir d'ombre, impassibles malgré la chaleur écrasante. L'un portait un étrange boîtier métallique, un autre une arme. « Qui sont-ils » demanda Jack à un représentant du ministère. « Des chasseurs. L'Institut les envoie. » Aucune explication supplémentaire. Pas de carte, pas de nom. Juste ce mot « chasseur ». Jack comprit qu'il valait mieux ne pas insister. Il resta dehors avec Jet, observant le soleil descendre derrière les dunes, quand un vieil ouvrier s'approcha. Son visage buriné portait les marques de décennies passées sous ce même soleil. Ses yeux, eux, étaient graves. « Tu l'as vu » dit-il simplement. Jack hocha la tête. « Les morts n'aiment pas être dérangés. Le sommeil est tout ce qu'il leur reste » ajouta l'homme avant de s'éloigner. Ces paroles résonnèrent longtemps en lui. Dès ce jour, Jack ne guida plus jamais ses groupes comme avant. Les blagues restèrent, les histoires aussi, mais une gravité nouvelle s'installa dans sa voix. Il comptait ses visiteurs sans cesse, ne laissant jamais un enfant s'éloigner. Jet, fidèle gardien, se chargeait de ramener les plus téméraires d'un coup de museau. Et dans son esprit, une vérité s'enracina. Les avertissements ne sont pas des contes, ce sont des leçons, offertes par les morts aux vivants. Jack avait déjà vu bien des étrangetés en Égypte. Des crânes fissurés par une offrande de thé, des momies qui se redressaient hors de leur sarcophage, des regards rouges tâtis au fond des ténèbres. Mais il n'était pas préparé à sa prochaine rencontre, pas avec ce qu'il allait découvrir, ni avec elle. Son nom était Charlotte. Elle avait été affectée à son équipe par le ministère, officiellement comme traductrice et spécialiste des inscriptions anciennes. Jack, avec son arabe rudimentaire, pouvait commander un repas ou négocier une bouteille d'eau. Mais lorsqu'il s'agissait de déchiffrer des glyphes complexes, il lui fallait une aide précieuse. Charlotte n'était pas seulement compétente, elle était redoutable. Son allure marquait les esprits. Un large chapeau de toile, une chemise beige tachée de poussière et ce froncement de sourcils permanent, comme si le soleil lui-même avait osé l'insulter. Elle n'était pas bavarde, et son regard, perçant, donnait à Jack l'impression d'être évalué à chaque geste. Leur première interaction fut brutale. Alors qu'il brossait soigneusement une paroi, elle se pencha et dit d'une voix glaciale « Vous travaillez au mauvais niveau ». Jack se redressa, surpris. « Je fais ça depuis des années ». « Oui, et c'est probablement pour ça que vous avez déjà abîmé 2 couches. » Ces mots claquèrent comme un fouet. Jack sentit sa fierté se froisser, mais il dut admettre qu'elle avait raison. À contre-cœur, il corrigea son geste. Charlotte ne sourit pas. Elle continua simplement son travail, comme si elle n'avait fait que remettre une vérité à sa place. Les jours passèrent. Peu à peu, Jack découvrit une autre facette d'elle. Derrière son sérieux presque austère, Charlotte avait une précision fascinante. Elle parlait aux inscriptions comme à de vieilles connaissances. Ses doigts suivaient les symboles avec une aisance surnaturelle. Quand Jack se trompait, elle rectifiait calmement. Jamais un éclat de rire moqueur, seulement une exigence constante. Un après-midi étouffant, ils découvrirent ensemble quelque chose qui allait bouleverser leur relation. Un petit renfoncement, dissimulé derrière une paroi effritée. À l'intérieur reposait une jarre d'albâtre, scellée à la cire. Sa surface était lisse, blanche, semblable à un œuf géant. Aucune inscription apparente. Jack voulut la manipuler, mais Charlotte l'arrêta d'un geste sec. Elle inclina doucement la jarre, révélant une gravure sur sa base. Ses yeux plissés déchiffrèrent les caractères, puis elle traduisit à voix basse. « Le souffle du serpent restera enfermé. Brise et il frappera. » Jack fronça les sourcils. « Tu crois que c'est une métaphore? Un texte religieux? Peut-être aussi que c'est littéral. » Mais l'impatience de Jack prit le dessus. Il enfila ses gants et avec son tesson de truelle fit sauter le seau de cire. Charlotte n'eut que temps de lancer « Attends !» Trop tard. La jarre s'ouvrit et une forme noire jaillit comme une flèche. Un cobra immense. Sa gueule s'ouvrit, ses crocs brillèrent. Il se projeta directement sur l'avant-bras de Jack, l'enlaçant comme une corde vivante. Ses écailles croides et luissantes serraient sa peau avec une force implacable. Jack figea, son souffle coupé. Une seule morsure et son sang deviendrait poison. Jet aboya férocement, prêt à attaquer,
Mais Charlotte réagit première. Elle ne s'en prit pas au serpent, elle frappa la jarre. Son tesson de truelle fendit l'albâtre. Un bruit sec, une fissure, puis la pierre éclata. Et aussitôt, comme aspiré par la brisure, la bête perdit toute sa force. Ses muscles se relâchèrent, son corps tomba au sol, inerte. Déjà, il se desséchait, se ratatinant comme une branche laissée au soleil depuis des siècles. Jack, tremblant, caressa son bras encore marqué par la morsure fantôme. Charlotte, haletante, essuya son front. Ses yeux restaient durs, mais une inquiétude sincère s'y lisait. « Tu es blessé ?»« Juste une égratigne, mais... » Il montra le cadavre du serpent. Ce n'était pas normal. « Rien n'est normal ici, » répondit-elle froidement. Ce soir-là, quelque chose avait changé entre eux. Après que l'équipe ait gagné le camp, Jack osa briser le silence. « Alors, dîner ?» demanda-t-il, un sourire hésitant aux lèvres. Charlotte arqua un sourcil. « Après avoir failli te faire tuer, c'est ça ta manière d'inviter ? Justement, je me suis dit qu'il valait mieux profiter de la vie avant qu'un autre serpent millénaire ne m'arrache la gorge. » Un silence, puis un léger sourire, rare et fragile, effleura les lèvres de Charlotte. « D'accord, mais à une condition. Tu n'ouvres plus jamais rien sans mon autorisation. » Marché conclu. Peu après, ils étaient mariés. Pas de grande cérémonie, pas de palais doré, juste quelques signatures à la mairie du Caire, une bouteille de champagne tiède partagée dans un thermos, et Jet, paré d'un foulard coloré, qui aboyait joyeusement en guise de témoin. Depuis ce jour, ils devinrent inséparables. Un archéologue téméraire, une traductrice intrépide et un chien protecteur portant un scarabée à son collier. 3 âmes unies par le désert, par les légendes et par un amour né au milieu des ombres. Les années avaient passé. Jack n'était plus ce jeune archéologue téméraire qui plongeait tête baissée dans les puits oubliés. Ses cheveux portaient déjà les marques du sable et du soleil. Ses mains étaient couvertes de cicatrices, certaines dues à des outils rouillés, d'autres à des choses qu'il n'osait pas nommer. Mais dans son regard brûlait toujours la même flamme, la soif de comprendre, de toucher l'histoire, de se confronter à ce que d'autres appelaient des mythes. À ses côtés, Charlotte n'avait pas changé dans son exigence. Elle était devenue à la fois son encre et son miroir. Elle travaillait parfois pour des musées, traduisant des textes que nul autre ne savait lire. Mais quand Jack s'enfonçait trop loin dans ses imprudences, elle était là pour poser une main ferme sur son épaule et rappeler « Pas sans réfléchir, pas sans moi ». Et puis, il y avait Jet, le fidèle compagnon, le chiot famélique devenu gardien du désert. Son museau s'était grisé, ses pas étaient plus lents, mais ses yeux brillaient toujours de cette vigilance étrange, comme s'il voyait au-delà du visible. Pour les enfants des visites, il était un héros. Pour Jack, il était un frère. Il vivait désormais dans une maison modeste aux abords du Caire, murs blancs, carrelage frais, un petit citronnier qui donnait de l'ombre à la cour. À l'intérieur, des étagères croulaient sous des fragments de poterie, des scarabées usés, des parchemins trop anciens pour être en sécurité ailleurs. Des trésors officieux, gardés comme des souvenirs, parfois comme des avertissements. Mais le désert, lui, ne cessait jamais de murmurer. Jack continuait ses fouilles, ses visites guidées, ses histoires racontées à des étrangers fascinés. Chaque fois qu'il parlait, il glissait un brin de vérité derrière ses blagues, un rappel discret que l'Égypte n'était pas seulement un musée à ciel ouvert. C'était une terre vivante, traversée de forces qui dépassaient l'entendement. Parfois, la chaleur faisait trembler l'air et les touristes croyaient voir des mirages. Jack, lui, savait que tout n'était pas illusion. Il avait appris à reconnaître le frisson particulier qui annonce une présence, le silence soudain trop lourd, les ombres qui persistent plus longtemps qu'elles ne le devraient. Un soir, alors que le vent sifflait entre les palmiers, il dit à Charlotte « Tu crois que ces histoires finiront par me lâcher ?» Elle secoua la tête. « Non, parce qu'elles ne t'appartiennent pas. Tu es juste celui qui les porte pour un temps. » Jack sourit tristement. « Oui, porter les histoires, les transmettre. Voilà ce qu'il faisait. Voilà pourquoi il parlait encore après tant d'années. Et c'est pourquoi il vous parle aujourd'hui.
Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple succession d'anecdotes pour effrayer les naïfs. C'est une série de mises en garde. Les pyramides, les tombeaux, les temples, ils ne sont pas que des vestiges à photographier. Ils sont les cicatrices d'un monde ancien, un monde qui n'a jamais complètement disparu. Jack l'avait compris à ses dépens. Le désert ne pardonne pas l'arrogance. Il tolère seulement ceux qui l'écoutent. Alors, si un jour vos pas vous mènent au bord de ces pierres millénaires, souvenez-vous, chaque légende porte une vérité. Chaque avertissement a été payé par le sang de ceux qui n'ont pas su l'entendre. Et avant que ce récit ne s'achève, laissez-moi vous le rappeler. Si vous aimez ces histoires où l'histoire et l'horreur s'entrelacent, où les vivants croisent les ombres des morts, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur, car d'autres récits vous attendent. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas rester seul dans le noir lorsque vous les découvrirez. Jack, Charlotte et Jet existent encore quelque part à l'ombre des pyramides. Ils continuent de marcher, de creuser, de raconter. Et dans le sable, les voix du passé les suivent. Car en Égypte, rien n'est jamais vraiment endormi. Voilà. Vous venez d'entendre les avertissements de Jack, ce guide des pyramides qui a vu ce que peu d'hommes osent raconter. Des légendes qui prennent vie, des morts qui refusent leur sommeil et un désert qui garde encore ses secrets les plus sombres. Mais souvenez-vous, ce n'est qu'un fragment. L'Égypte n'a pas livré toutes ses vérités et d'autres histoires plus terrifiantes encore attendent d'être dévoilées. Alors, si vous voulez continuer ce voyage au cœur de l'histoire et de l'horreur, une seule chose à faire. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur, activez la cloche et préparez-vous à affronter des récits qui ne vous laisseront pas dormir. Car ici, chaque nuit devient un passage et chaque histoire un avertissement.